Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Maroc renforce sa position dans la course mondiale à l'hydrogène vert et c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs intéressés qui veulent s'y lancer dans le royaume. La très attendue circulaire de la mise en œuvre de l'offre Maroc pour l'hydrogène vert vient d'être rendue publique. Alors pour contextualiser, le 22 novembre 2022, Sa Majesté le roi Mohamed VI, présidant une réunion de travail consacrée aux énergies renouvelables, avait ordonné l'élaboration d'une offre Maroc opérationnelle et incitative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filiale ou de la filière de l'hydrogène vert. Il est question de vitesse aussi et d'accélérer le rythme puisque la course mondiale vers le green hydrogène est déjà effrénée. Du coup, en application des hautes instructions royales, une première réunion s'est tenue le 5 septembre dernier, présidée par le chef du gouvernement, une sorte de point de départ pour capitaliser sur les atouts et autres données du Maroc dans la mise en œuvre des projets d'hydrogène vert. Et 6 mois plus tard, donc cette semaine, la circulaire de la mise en œuvre voit le jour, une véritable feuille de route avec du concret, comme ce million d'hectares de foncier spécialement dédié à la filière à terme. Infrastructures multidimensionnelles et autres mesures incitatives qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l'hydrogène vert en amont, mais aussi dans l'aval. On verra un peu plus tard, donc dans le détail, de quoi il s'agit. Pour piloter tout cela, un comité de pilotage donc, composé de 9 départements et présidé par le chef du gouvernement, verra également le jour. Ce comité sera aussi assisté par un comité d'investissement hydrogène vert. Alors de quoi s'agit-il? Et pour comprendre cette nouvelle dynamique mise en place, je reçois le directeur général d'investissement et du climat des affaires relevant du ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Ralis Rali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Barak Ramadan. Lina Walik, merci beaucoup. Également avec nous, en fait, sur ce plateau, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir vraiment les principaux acteurs et les principales parties prenantes. Pour représenter le Mazen, la membre du comité exécutif de Mazen, Fatima Hamdouche, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci. Et pour représenter le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Mohamed Ahmed, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous le cluster Green Hydrogène. C'est un membre aussi du comité exécutif du cluster Green Hydrogène, Ali Khan Qassam. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Je rappelle juste que justement le cluster Green Hydrogène a été lancé à l'initiative de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle et c'est justement une sorte de, comme son nom l'indique, de cluster qui réunit les industriels, mais aussi les académiciens, les chercheurs. Bref, pour justement l'émergence d'un écosystème national de l'hydrogène vert. On verra plus tard qu'est-ce qu'un écosystème national de l'hydrogène vert. Mais avant, on parle d'hydrogène vert. Alors, il faut savoir que cette technologie est nouvelle. C'est pour ça qu'on va commencer par un premier tour de table pour d'abord définir ce que c'est. C'est une énergie qui est produite par l'électrolyse. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène vert? Pourquoi consommer de l'énergie verte pour tout simplement produire une autre sorte d'énergie verte? Messieurs, madame? Je peux. Allez-y, Ralis Rali, je vous en prie. Pour commencer, simplifions peut-être les choses. L'hydrogène vert est un gaz combustible, de manière assez simple. C'est comme le butane qu'on a dans toutes nos cuisines, etc. C'est un gaz qui permet d'allumer un feu et de générer de l'énergie. Maintenant, la spécificité de l'hydrogène, c'est comment le produire. L'hydrogène est contenu, c'est un des gaz les plus présents dans l'univers et dans notre planète, et il est surtout présent dans l'eau, et dans l'eau de mer. H2O, donc c'est de là d'où vient H2. Maintenant, il faut apporter de l'énergie pour casser cette molécule et récupérer l'hydrogène. Alors on peut amener cette énergie de différentes manières, mais le plus intéressant, là où le Maroc est le plus fort, c'est d'amener cette énergie de façon verte, donc d'utiliser des énergies renouvelables, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse, pour produire ce gaz combustible. À partir de là, une fois qu'on a ce gaz peut remplacer le gaz naturel, qui lui est une énergie fossile, pour produire des produits industriels, des produits agricoles, etc., verts. Et donc, c'est de là d'où vient, disons, l'expression énergie verte. Maintenant,
les applications sont beaucoup plus nombreuses et on peut aller vraiment dans la décarbonation des économies grâce à cet hydrogène. Et notamment vert. industriel. Notamment industriel. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter, Fatima Hamdouche? Oui, peut-être je pense que ce que Léa a tout dit, c'est effectivement une source d'énergie. Donc c'est un gaz qui va permettre d'être utilisé à la fois dans des procédés industriels. Il faut dire aussi que l'hydrogène aujourd'hui est déjà utilisé dans les procédés industriels. Donc la particularité aujourd'hui, c'est de pouvoir remplacer cet hydrogène dans les procédés industriels existants, mais également de le développer au niveau de d'autres secteurs tels que le transport, mais de manière à utiliser un gaz de source renouvelable. Donc toute la nouveauté ou l'innovation aujourd'hui, c'est de produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire que l'électrolyse qui a été évoquée soit générée à travers la production d'une électricité verte, renouvelable, éolienne, solaire, autre. Donc cet amont renouvelable est très important pour produire ce gaz hydrogène vert qui est une source d'énergie à la fois pour l'industrie, pour le transport et d'autres secteurs économiques pour lesquels le Maroc souhaite décarboner davantage son impact. Exactement, c'est l'une des ambitions justement pour laquelle nous sommes, enfin en tout cas tous les départements sont mobilisés pour mettre en œuvre justement cette feuille de route. Alors juste avant peut-être Ali Khan Kassam, en tant que cluster, quand on parle d'un écosystème de l'hydrogène vert, est-ce qu'il y a déjà les prémices d'un écosystème qui existe déjà au Maroc, avant le lancement de cette feuille de route? Oui, effectivement. Bon, déjà, rappelons-le, si c'était encore nécessaire, que le Maroc a déjà une histoire et une expérience dans la création d'écosystèmes. Pour ne pas les citer, parlons de l'automobile et de l'aéronautique qui sont des francs succès. Les taux d'intégration industrielle sont croissants chaque année, le taux de création d'emplois également. Donc je dirais l'expérience structurelle est déjà là. Donc le fait de le faire dans un nouveau secteur d'activité est relativement aisé de par notre compétence. Alors, il y a bien sûr des spécificités au secteur, la chaîne de valeur n'est pas la même. On est aussi sur quelque chose de très nouveau par rapport aux deux autres secteurs que je viens de citer. Très nouveau, comment? C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à un niveau de maturité dans le monde qui garantisse en tout cas une utilisation de l'électrolyse qui soit optimale? Alors justement, elle est nouvelle à deux échelles. À première échelle, c'est que c'est un écosystème pour une industrie qui fonctionne H24. Donc on n'est pas sur un système de production, de chaîne de production classique qui s'arrête à une certaine heure. Et là, on est sur des procédés continus qui vont fonctionner en temps continu à tout moment. La deuxième nouveauté, c'est que c'est effectivement un secteur émergent pour le monde entier. Donc il y a une notion de nouveauté, une notion d'apprentissage qu'il faut intégrer et croître avec le marché en même temps que tout le monde. Il y a quand même des prédispositions qui sont importantes pour le Maroc dans ce secteur-là, dont il faut profiter, sur lesquelles il faut capitaliser, qu'elles soient ici ou de par un contexte de marché captable pour nous. Donc je pense que c'est une réelle aubaine et une excellente nouvelle pour nous tous. Alors, justement, quand on parle d'un écosystème et d'un cadre, Mohamed Hamid, quel est le cadre aujourd'hui de l'hydrogène vert, cadre législatif, bien sûr, réglementaire, parce que c'est une industrie qui présente des risques, que ne présente pas d'autres industries. Alors, est-ce qu'on a déjà préparé le terrain, notamment réglementaire, au niveau du ministère pour accueillir cette grosse industrie qu'est l'hydrogène vert? Très bien. Merci pour cette question parce que ça me renvoie justement à traiter aussi du cadre réglementaire régissant les énergies renouvelables parce que c'est une des composantes essentielles de la chaîne de valeur de la production de l'hydrogène. Sur ce volet-là, je pense qu'on a un cadre aujourd'hui qui est un des cadres les plus attractifs pour les investissements privés en particulier qui connaissent aujourd'hui une montée remarquable. Toutefois, il faut le dire que l'objectif de l'offre Maroc, justement, c'est de mettre en place un cadre institutionnel, législatif cohérent pour l'ensemble des intervenants. Parce qu'au niveau de la chaîne de valeur, il y a les infrastructures, il y a également le transport de l'électricité, il y a le volet énergie renouvelable. Et un des objectifs de l'offre Maroc, de ce comité de pilotage, c'est à ce que ce cadre réglementaire qui régisse toute la chaîne de valeur soit complémentaire, soit harmonisé pour faciliter l'acte d'investir dans les projets d'hydrogène. Mais le cadre réglementaire existe déjà pour les énergies renouvelables. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus... Est-ce qu'il encourage justement le fait d'investir? Est-ce qu'il ne manque pas
pas certains éléments pour que ce cadre réglementaire soit plus un point positif pour l'investissement en énergie renouvelable? Je pense qu'on a pris le développement de la filière de l'hydrogène et même des grands projets comme le dessalement d'eau de mer en considération dans le chantier de refonte qu'on vient d'achever au mois de février dernier. Aujourd'hui, il faut le dire, on est dans la 3e génération de la loi 1309 qui régit le marché libre de l'électricité, c'est-à-dire le cadre d'investissement par les opérateurs privés dans le secteur de l'électricité. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a changé d'échelle en termes de développement de projets d'énergie renouvelable. On est passé de centaines de mégawatts à des gigawatts. Et pour ces projets-là, parfois, le système électrique nécessite une grande capacité d'accueil pour qu'il soit intégré. Aujourd'hui, le cadre législatif, il offre la possibilité aux développeurs privés de faire des lignes directes sans passer par le réseau électrique. Et on a initié la refonte de la loi pour permettre même à l'Office national de l'électricité de développer des lignes directes de l'électricité dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc nous estimons que le cadre aujourd'hui régissant les énergies renouvelables, c'est-à-dire il encourage l'investissement privé, c'est un point positif pour la filière. Sur le papier comme sur le terrain? Sur le papier comme sur le terrain. Donc, même s'il y a certains décrets d'application qui manquent? Non, ça ne manque pas. Donc ils sont en phase d'approbation. En phase d'approbation et de validation. Au contraire, nous estimons que c'est pour la première fois que les textes d'application d'une loi sur le secteur de l'énergie, la loi a été publiée au mois de février dernier, et les textes d'application ont été partagés, discutés et en phase finale d'approbation avec les autorités signataires. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'intervenants et c'est un point très positif parce que même les décrets qu'on a préparés, ils ont suscité beaucoup d'interactions de la part surtout de la profession privée qui ont contribué à l'amélioration du cadre actuel. Donc c'est une approche aussi participative. Voilà. Bon, alors en parlant d'approche participative justement, une nouvelle feuille de route, Made in Maroc donc, ou en tout cas pour l'offre Maroc. Selon quel benchmark cette feuille de route a été mise en place et pensée? Qu'est-ce que cette feuille de route? Alors, en termes de benchmark, bien entendu, on a vu ce qui se faisait dans d'autres pays, proches de nous et moins proches de nous. Pour vous donner une idée globale, aujourd'hui sur l'hydrogène, il y a 3 canaux qui se dégagent en fonction des pays importateurs et des pays producteurs potentiels. Il y a un canal est plutôt entre l'Australie et le reste de l'Asie, un canal ouest entre les 2 Amériques, et un canal central qui est le plus grand en termes de potentiel, en termes de volume, où il y aurait l'Afrique du Nord et le Maroc en tête avec l'Union européenne. Alors nous avons regardé un peu ce que faisaient les autres pays. On a benchmarké aussi avec notre expérience propre marocaine. Vous avez posé une question extrêmement pertinente sur l'écosystème et quel embryon d'écosystème. En réalité, nous avons beaucoup plus qu'un embryon d'écosystème. On est un des pays les plus avancés en termes d'écosystème d'énergie renouvelable, d'ENR. Et ça doit être une fierté pour nous. Quand vous dites cela, quels sont les éléments de cet écosystème en ENR? On a une agence publique qui est Mazen, qui sait structurer ce genre de projet. Nous avons des industriels qui savent accompagner ce genre de projet en fournissant les équipements nécessaires. On a des entreprises de construction qui savent construire littéralement ce genre de projet. Nous avons des réglementations et des lois qui cadrent ce genre de projet. Tout ça est très important pour les investisseurs hydrogène. L'hydrogène vert, globalement, ce n'est rien de révolutionnaire, ce n'est rien de vraiment nouveau. Ce sont des briques qui existaient auparavant, mais qui n'ont jamais été assemblées de cette manière-là, et surtout à cette échelle-là. C'est en ça que l'hydrogène vert est innovant. Et donc, dans ce cadre-là, bien entendu, nous avons mené nos études comparatives à l'étranger avec ce qui a été fait ici aussi sur les énergies renouvelables. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que cette offre Maroc est extrêmement spécifique aux conditions marocaines. Parce qu'elles sont spécifiques, parce que nous sommes dans une filière qui est émergente, et donc il a fallu être innovant aussi dans la manière de faire. Et donc aujourd'hui, on a pris les meilleures pratiques possibles, nous les sommes accaparées, adaptées au contexte marocain, et puis nous avons aussi été innovants dans la manière de faire. Très bien. Du coup, je suis curieuse de savoir peut-être un exemple ou deux, comment vous avez mis cette industrie à la
excusez le terme, à la sauce marocaine. L'industrie de l'hydrogène vert, exact. Typiquement. Je dirais que la principale adaptation pour ce qui est du contexte marocain, c'est une priorisation des enjeux. Pour le Maroc, bien entendu, l'hydrogène vert va permettre au Royaume d'être vraiment au centre de la nouvelle carte énergétique mondiale qui est en train de se redessiner suite à plusieurs crises, suite à la nécessité de décarbonation de toutes les économies globalement. Mais rapidement, la question que nous nous sommes posée et qui est au cœur de cette offre Maroc, c'est en quoi l'hydrogène vert est important pour l'État marocain et pour les citoyens marocains. Et c'est pour ça que c'est un peu le filigrane de toute l'offre Maroc. On retrouve la création d'emplois et la création de valeur comme point récurrent et culminant de toute cette offre-là. Nous allons revenir à ce point. Mais elle s'adresse à qui, cette offre Maroc? Fatima Hamdouche. Si vous permettez, peut-être juste pour compléter sur les propos de Sisreli, c'est vrai que je pense que la particularité de cette offre, c'est, rappelons-le déjà, les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'une offre opérationnelle et incitative. Et je pense que le Maroc, avec cette offre, a été très pragmatique. Beaucoup de pays se sont lancés dans des annonces de grands projets à des échelles très, très élevées. Est-ce réaliste? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, le Maroc a fait le choix de prendre son temps, d'analyser, de faire les benchmarks nécessaires, de dessiner le process requis pour faire en sorte que nos particularités marocaines soient prises en compte dans cette offre et qu'in fine, lorsqu'on propose un processus d'accompagnement, lorsqu'on a ces différentes étapes... De quelle sorte? Est-ce que c'est des particularités réglementaires? Parce que là, vraiment, je n'arrive pas à j'imagine les téléspectateurs non plus, mais à voir qu'est-ce qui fait la spécificité de l'offre marocaine. Et ça veut dire aussi que ça peut être aussi... pas négatif, ça peut être un avantage compétitif de cette offre Maroc. Tout à fait. La particularité en amont, donc dans la disponibilité d'une ressource renouvelable qui est unique, dans son hybridation solaire et éolienne avec des potentiels qui sont parmi les plus élevés dans le monde, sa particularité par rapport à un foncier disponible, et je pense que c'est un sujet très important qui est adressé par l'offre et par la manière dont ce foncier sera sécurisé, réservé, mis à disposition. Et donc ce sont deux critères très importants. Sa particularité parce qu'elle a aussi adressé tous les éléments structurants nécessaires, les infrastructures requises pour accompagner le développement de cette filière, avec tout le dispositif aussi pour coordonner. Donc c'est un sujet bien entendu qui concerne beaucoup de départements. Donc l'infrastructure aussi est au cœur et la manière de les développer en à la fois capitalisant sur les infrastructures existantes, mais également faisant contribuer le privé pour accompagner le développement des infrastructures à venir. Et Mazen, dans tout ça, vraiment, est une pièce maîtresse, hein, pour le coup. Là, vous jouez vraiment un rôle pivot, parce que vous avez parlé de beaucoup de départements, mais du coup, si vous voulez, le point commun entre tous ces départements, c'est Mazen. Donc nous sommes très honorés d'avoir été chargés de cette nouvelle mission, qui est d'être désignés en tant que point focal des investisseurs potentiels. Donc c'est en amont que nous intervenons, bien entendu, et ensuite nous coordonnons et nous sommes partie prenante, bien entendu, des deux instances importantes, que sont le comité de pilotage et le comité d'investissement, et qui, elles, vont réellement approuver les différentes étapes en cours de route. Mais nous sommes là en continu avec les investisseurs, avec les ministères concernés, pour faire en sorte que cette filière se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, qu'est-ce qu'un projet hydrogène? Après, on va vraiment se focaliser aussi sur ce que propose concrètement cette offre, mais j'aimerais bien qu'on comprenne davantage à quoi ressemble un projet hydrogène vert, plus ou moins. Alekan Kassam. Alors, un projet hydrogène vert a plusieurs composantes, et c'est un peu le rôle du cluster hydrogène de faire participer l'industrie marocaine dans cette chaîne de valeur ambitieuse. Alors, un projet, classiquement, démarre par une phase d'étude, une phase d'analyse que vous générez, qui traduit un peu techniquement les objectifs que vous fixez à produire. Ça, c'est la première composante de valeur. Et bien sûr, tout un cadre structurant et réglementaire à observer. Vous allez avoir techniquement une part énergétique, éolienne, solaire, à intégrer. Vous allez ensuite transférer cette énergie dans une électrolyse. Donc c'est pour faire très, très schématiquement, un bain d'eau dans lequel vous allez faire circuler un courant électrique continu. Vous allez en sortir deux gaz, un que vous allez exploiter tout de suite dans la filière qui est concernée, l'hydrogène, et un second qui est l'oxygène, qui peut également être exploité dans d'autres industries.
De cette phase-là, vous passez ensuite, en fonction des schémas, par du stockage électrique ou du stockage gaz, que vous allez ensuite injecter dans un procédé chimique. Pour parler d'un des dérivés importants du pays, c'est l'ammoniac. Donc vous allez transférer cet hydrogène par un procédé qu'on appelle à Bohr-Bosch dans ce cycle-là pour obtenir de l'ammoniac in fine en bout de cycle. Donc ça, je dirais, ce sont tous les éléments dans lesquels on intervient pour produire l'hydrogène et un de ses dérivés. Il y a bien sûr d'autres dérivés, comme le méthanol, qui nécessite à son tour, lui, un atome additionnel qui est le carbone. Et puis vous avez tous les autres produits, notamment les e-fuels, qui peuvent servir l'industrie aéronautique, et puis bien sûr l'hydrogène en tant que carburant lui-même. Je vous ai posé la question parce que justement le cluster a lancé une étude qui vise justement à analyser l'écosystème. On ne l'est toujours pas publié, enfin les résultats, effectivement. Pas encore. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'il y a un avantage compétitif de comprendre de ce que vous avez évoqué tout de suite, c'est l'ammoniac au vu des phosphates. Oui, donc ça c'est la bonne nouvelle. Vous en connaissez un chapitre, n'est-ce pas, Raleigh Streley? Effectivement, ça c'est l'avantage direct, un des avantages de la spécificité marocaine, c'est qu'il y a un client captif qui est complètement intégré dans cette chaîne de valeur. Je rajoute aussi parmi les points forts du Maroc, c'est son tissu industriel et ses hommes et ses femmes. Il y a quand même au Maroc une capacité à intégrer rapidement des nouveaux développements. Quand nous voyons au sein du cluster toute l'émulation qu'il y a autour de cette filière, elle est quand même fortement remarquable. Le cluster en lui-même est relativement jeune. On compte à peu près une centaine d'adhérents. Plus de la moitié, pour ne pas dire 80%, sont des entreprises qui sont demandeuses d'apprendre, de comprendre. Et aussi simple que ça puisse paraître, beaucoup d'éléments de cette chaîne de valeur sont déjà présents dans l'économie marocaine. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets, permettre et donner les moyens à ces entreprises d'intégrer cette filière. Mais la demande est là. En tout cas, la demande a précédé l'offre, si on peut peut-être le formuler ainsi. Est-ce que la demande était là bien avant l'offre Maroc? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais tout d'abord, avant de répondre à cette question, si vous permettez de revenir à la question de tout à l'heure qui était très pertinente, la particularité de l'offre Maroc. Vous avez cité au début de la mission qu'il y a une course aujourd'hui vers l'hydrogène. Mais la particularité justement du Maroc dans cette course, c'est de réfléchir à mettre en place une offre Maroc. Parce que quand on a commencé à recevoir les premiers projets, on a cru que c'était essentiellement un enjeu d'énergie renouvelable et un enjeu de foncier. Mais par la suite, en discutant avec le développeur, il y a d'autres questions qui se posent, comme c'est des infrastructures. C'est important, bien sûr, c'est important. C'est gros, enfin, ça nécessite sûr, des dizaines ou des milliers d'hectares en tout Exactement, c'est un enjeu majeur. Mais pour optimiser le coût de revient de l'hydrogène, ce n'est pas uniquement le foncier et le coût d'énergie renouvelable, c'est également toute l'infrastructure qui gravite autour de l'hydrogène. Et c'est dans ce sens qu'il y a un travail intense qui a été fait par les pouvoirs publics et de coordination pour mettre en place les bases de cette offre Maroc qui va donner et qui donne aujourd'hui toute la visibilité nécessaire aux investisseurs en termes de process, en termes de foncier mobilisable et qui dispose d'un potentiel important en énergie renouvelable. Du coup, donc on parlait de la demande par rapport à l'offre. Donc la demande est largement supérieure aujourd'hui à l'offre. Par rapport à la demande, les études qui ont été faites sur le potentiel de l'hydrogène au Maroc, ils ont ressorti qu'il y a une demande locale, et particulièrement pour la production de l'ammoniac vert, comme engrais pour l'industrie phosphatière marocaine. Il y a certaines industries, les aciéries et les cimenteries, l'industrie automobile également, mais il y a un potentiel immédiat également, surtout en termes d'exportation. Il y a c'est-à-dire une demande de pas mal de pays partenaires stratégiques du Maroc qui s'intéressent à l'hydrogène vert, mais également à l'électron vert provenant du Maroc. Très bien. Raleigh Streley, peut-être quelque chose à ajouter sur la demande, n'est-ce pas? Et aussi cette cible d'investisseurs, qui sont les investisseurs qu'on cible pour cette offre Maroc. Et quel est le potentiel, si on a un potentiel chiffré aussi? Même s'il est très difficile à cette phase de... Mais en tout cas, pour qu'on ait une idée du réel potentiel de cette industrie.
Alors déjà sur l'offre et la demande, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou l'œuf ou la poule. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un marché très important pour les matières que l'hydrogène vert aura vocation à remplacer. Ça veut dire qu'on ne crée pas un marché de zéro. Il existe aujourd'hui un marché très important de l'ammoniac. OCP est un des principaux importateurs d'ammoniac au monde. Il y a un marché du gaz naturel, il y a un marché de l'acier, etc. Demain, l'hydrogène vert va prendre une part de ces marchés-là, en remplaçant justement et en produisant les mêmes produits, mais verts. Ce qu'il est important de voir, c'est les réglementations des pays potentiellement demandeurs. Okay. L'Union européenne a formulé sa stratégie énergétique, Repower Europe, où elle prévoit d'importer 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030, ce qui est absolument énorme. Cela représente plusieurs dizaines de gigawatts de projets d'hydrogène vert. Au-delà de ça, l'Union européenne a prévu de mettre une taxe carbone à ses frontières d'ici 2026. C'est déjà en cours d'implémentation progressive. Ça finira d'être implémenté d'ici 2026. Ça veut dire que toutes les matières premières, tous les produits finis importés en Union européenne paieront une taxe selon qu'ils soient carbonés ou verts. Ça, c'est vu comme une contrainte par quasiment tous les pays dans le monde. Pour le Maroc, c'est une opportunité majeure. On est l'un des rares pays où l'énergie verte est plus compétitive que l'énergie fossile. C'est extrêmement rare de par le monde. Et donc, avec ces réglementations sur l'hydrogène vert, sur la taxe carbone, ça nous donne une force extrêmement importante pour exporter vers l'Union européenne et vers d'autres pays qui adoptent les mêmes réglementations. Maintenant, sur les investisseurs que l'on adresse. Parce qu'il y a beaucoup d'incitations pour ces investisseurs. Ils sont choyés. Ils sont choyés. La charte arrive avec ses effets et c'est quelque chose qui a été prévu au moment même de sa conception. L'hydrogène vert était dans toutes les têtes au moment où on discutait du texte, etc. Les investisseurs, nous avons eu beaucoup de mal pour les convaincre il y a plus de 2 ans de l'intérêt de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on a un peu de mal à gérer tous les investisseurs qui viennent toquer à la porte Maroc pour produire de l'hydrogène vert. Il y a beaucoup d'intérêts, près d'une centaine d'investisseurs qui ont exprimé un intérêt, plus ou moins avancé bien sûr. Bon, vous imaginez bien que parmi 100 investisseurs, il y a un peu de tout. Il y a des grandes entreprises, des plus petites, certains qui sont experts dans la génération d'énergie renouvelable, d'autres plutôt dans l'industrie chimique, d'autres des financiers, etc. Il y a vraiment toutes les typologies possibles. Mais ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y a des investisseurs étrangers, mais il y a aussi des investisseurs nationaux. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous poussons aussi également, que le capital marocain participe à cela. La dernière question que vous m'avez justement, posée, je parlais du potentiel. Exactement. Et des incitations, parce qu'il y a des incitations douanières, il y a des incitations fiscales, il y a des incitations foncières. Oui, exactement. Alors déjà, sur le potentiel, je pourrais vous donner le chiffre total en gigawatts, en milliards de dollars que représente cette centaine d'investisseurs. Parce que j'ai trouvé des chiffres, mais ça reste quand même dans le flou, quoi. Il n'y a pas de... Je préférais rester prudent. Oui. Parce qu'il est certain que sans investissement, ne se réaliseront pas tous. D'ailleurs, l'offre vient, elle est progressive et l'analyse des offres de chacun des investisseurs permettra de dire si ça sera quelques projets ou plusieurs projets qui seront développés. Et c'est aussi une approche phasée, donc il peut y avoir une première phase avec quelques projets, puis une seconde phase peut-être avec plus de projets, etc. Donc le potentiel, ce que je peux vous dire pour vous donner un ordre de grandeur, se compte en plusieurs dizaines de gigawatts, sinon plus, et en plusieurs dizaines de milliards de dollars, sinon plus. Ça, c'est le potentiel à terme et brut. Maintenant, ce qui est important et ce qui a été dit par mes collègues, c'est que l'offre hydrogène est pragmatique, elle est réelle, elle est terrain. Ça veut dire qu'on va avancer avec les investisseurs dans une démarche qui est absolument transparente, qui est claire pour les investisseurs, pour en sélectionner, peut-être dans une première phase certains, commencer le travail avec eux, puis dans d'autres phases, d'autres investisseurs. Quant aux incitations, alors les incitations, elles rentrent complètement dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement et dans le Code général des impôts. Mais elles rentrent dans quelle phase du coup? Est-ce que c'est dans la phase de présélection, on va dire, d'un dossier d'investisseur qui va être accompagné par l'État marocain ou en aval?
je dirais quand le projet deviendra un investissement. Okay. C'est à ce moment-là que la charte sera activée pour les accompagner. Alors, comme je vous l'ai dit, au moment même de la conception de la charte et de la rédaction des textes, l'hydrogène vert était dans tous les esprits. Il était clair que l'hydrogène vert allait représenter un tournant pour l'économie marocaine. Et donc, il y a même un dispositif de la charte qui est celui spécifique au projet stratégique qui a été pensé en partie pour ce type de projet-là. Et donc, c'est absolument parfaitement que les projets d'hydrogène vert rentrent dans le cadre de ce dispositif stratégique de la charte. Par ailleurs, il y a le Code général des impôts qui précise les incitations fiscales et douanières qui sont, disons, logiques, cohérentes avec l'ensemble des autres industries et secteurs économiques du Maroc et qui s'appliquent bien entendu aussi à ce type de projet-là. Et du foncier qui sera également réservé, vous le disiez tout à l'heure, Fatima Hamdouche. Alors, est-ce que le Maroc, de par son expérience avec justement la station Noor, avec aussi d'autres projets, est-ce que cette expérience-là risque d'être, ou plutôt va bénéficier de cette offre hydrogène vert pour aussi accélérer le pas pour justement développer plus d'offres solaires et éoliennes? Enfin, c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Alors, clairement, je pense qu'effectivement, si la proposition que Mazen soit point focal est clairement liée à son statut, son expertise et son expérience dans le développement des premiers projets solaires et des projets éoliens, tant sur le plan technique que le plan juridique, financier. Donc c'est toute vraiment la structuration de grands projets d'infrastructures énergétiques renouvelables et ça sera nécessairement mis à profit, cette expertise mis à profit donc de notre intervention en tant que point focal dans le cadre de l'évaluation notamment de ces premières offres. Donc l'expérience renouvelable Mazen va définitivement servir cette filière et bien entendu le développement de cette filière générera davantage de projets renouvelables, solaires, éoliens qui seront bien entendu à la fois déployés par Mazen mais surtout par le privé à travers notamment la 1309 et l'ensemble des dispositifs qui sont aujourd'hui disponibles. Est-ce que des projets qui sont déjà existants et qui voudraient peut-être une expansion vers l'hydrogène vert, est-ce qu'ils sont concernés par ces mesures incitatives où il faut qu'ils commencent de scratch? Alors la cible aujourd'hui, ce sont vraiment des projets intégrés. Donc c'est des projets qui à la fois ont prévu tout le process que décrivait tout à l'heure mon collègue, donc l'amont qui est la production d'électricité renouvelable, la production de l'hydrogène vert et sa transformation dans les dérivés en fonction de l'acheteur, de la demande qui sera là pour le projet donné. Donc ce sont vraiment des projets intégrés de bout en bout qui sont éligibles à l'offre Maroc. Et en cela, donc je pense qu'il y a déjà, comme l'évoquait tout à l'heure, un certain nombre de projets qui ont été déjà soumis. Les intérêts sont déjà là, donc c'est déjà une première liste qui sera évaluée, mais ce sont des projets intégrés nécessaires. Et quand on parle de projets intégrés, d'infrastructures, on parle d'infrastructures nécessaires, quelles sortes d'infrastructures sont nécessaires au développement de cette filière? Est-ce qu'il s'agit juste de stations, de photovoltaïques ou d'autres, ou d'éoliennes? De quoi il s'agit? Donc il y a effectivement la partie électricité renouvelable. Donc pour ça, il y a besoin de projets solaires, éoliens ou même hybrides, solaires et éoliens potentiellement, puisque ce sont des ressources qui se combinent et qui permettent de gérer aussi cette intermittence dont on a parlé. Donc il y a ces infrastructures énergétiques. Il y a toute la partie infrastructure, donc l'électrolyseur, la partie, on va dire, de production de l'hydrogène vert. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'hydrogène ou son dérivé, il faut le transporter. Donc toutes les infrastructures, que ce soit à travers des gazoducs ou à travers des ports, si on est dans une logique d'export. Donc ce sont également des infrastructures clés pour pouvoir aller jusqu'au bout de la filière et de l'acheminer jusqu'au client final. Parce que vous faites bien de le rappeler, ça a été dit un peu plus tôt, cette production, elle est destinée d'abord pour le marché national et ensuite à l'export. Et où les deux se valent. Alors, Ali Kassam, je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que là, on est en train de parler que de gros projets et que finalement,
il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Quand on parle d'hydrogène vert, ce que des dizaines de milliers d'hectares et des dizaines de milliards d'euros en investissement, où on peut envisager aussi des acteurs dans cet écosystème-là à une plus petite échelle. Oui. Alors, j'aimerais d'abord rappeler une chose, c'est que c'est quand même une opportunité extraordinaire pour le Maroc de rentrer sur un marché de l'énergie dans lequel il ne participe pas au départ, en tout cas pas dans cette étendue-là. Donc, voyons déjà l'opportunité que cela représente. C'est des très grands chiffres, c'est un très grand nombre d'emplois, effectivement. C'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de choses qu'il faut imbriquer. Et nécessairement, s'il y a des gros montants, il y a toute une cascade d'opportunités pour les entreprises marocaines, d'où je pense aussi l'intérêt d'avoir des incitations fiscales aussi importantes, d'investissement aussi, c'est justement pour permettre aussi aux entreprises marocaines de pouvoir y participer. D'ailleurs, le cluster en accueille régulièrement, qui sont à la demande et qui sont à l'écoute de ce type de besoins, en matériaux, en fabrication de certains matériaux, en fabrication de certains types de pièces. Un peu comme l'écosystème auto, vous en avez parlé tout à l'heure, où le taux d'intégration finalement, et quand on voit qu'il y a de plus en plus, enfin ce taux d'intégration il est en train de grandir, parce que justement il y a des entreprises qui s'occupent de tout. Est-ce que ça va être du verre ou d'autres matériaux qui vont dans la composition des voitures? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer peut-être de démystifier tout ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. On a bien souvent l'impression, quand il s'agit de montants aussi importants, que ce sont d'autres personnes qui vont le faire et qu'on va simplement le voir passer devant nous comme un train. Croyez-moi, tout le monde va monter dans le train. Toute l'économie marocaine va monter dans le train à toutes les échelles, qu'elle soit au niveau industriel pur, mécanique, électrique, instrumental, peu importe, mais également au niveau des infrastructures portuaires, au niveau de la logistique, au niveau de la formation, au niveau de l'exploitation. Il y a quelque chose que j'aime bien rappeler souvent au sein du cluster que je voudrais rappeler ici aussi, c'est que le fait de rentrer dans cette économie-là nous permet de rentrer de manière beaucoup plus prononcée dans les métiers d'ingénierie au Maroc. C'est une filière qui est déterminante pour le futur du pays. À partir du moment où vous êtes vous-même en possession et en capacité de pouvoir faire vivre, créer et maintenir vos propres installations avec vos propres capacités et vos propres matières grises, vous faites un bond en avant dans l'économie. C'est certainement déjà le cas dans beaucoup de filières, mais le fait de créer cette nouvelle filière et de la transférer dans je dirais, la mère des sciences qui est la chimie, eh bien, c'est fabuleux. Donc, je voudrais vraiment saisir cette opportunité-là pour motiver toutes les entreprises marocaines de participer à cette chaîne et surtout de se rendre compte qu'elles sont déjà capables parce que la plupart des métiers existent déjà. Il existe déjà dans l'industrie chimique ou parachimique d'aujourd'hui. Dans l'industrie générique marocaine, donc qu'elle soit mécanique, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit électrique, qu'elle soit dans certains composants d'ingénierie, dans l'énergie bien sûr, dans l'énergie renouvelable aussi. Il faut... Alors, dans le processus de sélection des investisseurs, donc là, bien sûr, il y a, pour les investisseurs déjà engagés, Mazen va prendre attache avec eux, parce que vous avez appelé les investisseurs, mais là, pour ceux qui sont déjà engagés, donc ce sera le rôle de Mazen de les intégrer, de les accompagner dans le processus. Et parmi les critères de sélection, il y a bien sûr la robustesse financière, et ça, c'est un peu logique quand même, vu la nature très budgétivore de ce genre de projet, les expériences dans différents segments de la chaîne de valeur des filières et la vision de leur projet, les externalités positives pour le royaume. J'ai peut-être oublié quelque chose, Fatima? Non, je pense que vous avez tout dit. Effectivement, ce sont des projets d'envergure, donc clairement, les partenaires doivent être solides financièrement pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces projets. Les conditions techniques, bien entendu, que ce soit sur l'amont, la production ou l'aval aussi, donc sont importantes pour assurer in fine un coût de l'hydrogène qui soit le plus compétitif possible. Combien il coûte aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de combien coûte le mégawatt aujourd'hui d'hydrogène vert? Je pense que là aussi, c'est des chiffres qu'on n'aime pas trop annoncer. La même prudence tout à l'heure sur les capacités, les tarifs, tout dépend. La valeur finale d'un prix dépend déjà de son origine, donc du tarif d'électricité qui est une très grande composante de ce prix. Voilà, oui, voilà. Et ensuite, bien entendu, du dérivé. Quel va être le marché? Qu'est-ce qu'on va faire de cet hydrogène vert? Donc tout ça, ce sont des éléments, bien entendu,
qui rentrent dans la composante du prix. Mais peut-être pour finir par rapport à tout à l'heure, donc il y avait bien entendu le financier, le technique, l'environnemental. Donc tout ça, bien entendu, c'est pour s'assurer que toutes les externalités éventuellement environnementales ont bien été prises en compte. Et le volet externalité, je pense que là aussi, c'est un autre élément de la particularité de l'offre Maroc. C'est de voir comment tout ceci peut profiter à nos développements socio-économiques, tant sur le volet de la valeur ajoutée, du développement des écosystèmes, de l'emploi. Donc ces éléments-là seront également des critères importants à considérer lors de la sélection des investisseurs. Combien ça va coûter à l'État ? Impossible de donner un chiffre. Parce que là, on parle d'investissement. Il y a de gros investissements qui seront engagés, notamment dans les infrastructures, encore une fois très budgétivores. Mais est-ce qu'on a une idée et peut-être aussi, j'imagine aussi dans le cadre de la feuille de route, c'est aussi un des éléments importants à prendre en compte, surtout quand on se projette dans les résultats escomptés qu'on connaît de nature économique, mais aussi socio-économique, vous avez parlé d'emploi, et aussi stratégique pour le Maroc. Alors, clairement, lorsque l'on parle de coûts, on parle d'opportunités. Et les opportunités sont là en termes d'emploi, de recettes fiscales, de valeur ajoutée, d'exportation, mais surtout d'intégration industrielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets d'hydrogène vert sont à des échelles telles que ce sont des projets d'aménagement du territoire, avec des impacts sur les infrastructures. Mais le Maroc a toujours eu cette culture de transformer les défis en opportunités. Et même sur cet aspect-là, on est en train d'envisager des solutions de partenariat public-privé pour développer ce type d'infrastructure. Et il s'y prête particulièrement bien pour des projets productifs comme ceci. Juste pour revenir sur la partie intégration industrielle, ce genre de projets, ce sont des projets d'aménagement du territoire qui, en soi, et ça peut être un petit peu surprenant, ne génèrent pas tant d'emplois que ça, surtout au vu des montants d'investissement qu'ils mobilisent. C'est pour ça que, dans les critères, lorsqu'on parle d'externalités positives pour le Maroc, l'intégration industrielle est clé. Et nous insistons beaucoup dessus, et nous y voyons deux types d'intégration industrielle. Une première qu'on appelle horizontale, sur les équipements nécessaires pour produire cette fameuse molécule d'hydrogène vert. Donc, ça va être les cellules photovoltaïques, les éoliennes, à proprement parler, les électrolyseurs, etc. Les éoliennes, c'est-à-dire à même de fabriquer des éoliennes au Maroc. Exactement. Et d'ailleurs, des premiers investissements ont d'ores et déjà commencé à être territorialisés ici au Maroc et ont commencé la construction. Là, vous m'apprenez quelque chose de... En prévision de ces projets-là. Très bien. Anador notamment. Okay. La deuxième intégration industrielle que l'on veut, et là vous parliez de manière tout à fait à raison sur le marché domestique, il y a OCP, qui a un besoin important en termes d'ammoniac, mais demain ce qu'on veut, c'est qu'il y ait d'autres verticales, qu'il y ait de l'acier vert. Et aujourd'hui, on a déjà des acteurs de l'acier au Maroc qui font de l'acier vert et qui l'exportent vers l'Europe. Demain, nous voudrions que cette industrie soit beaucoup plus grande que cela. Il y a d'autres verticales, l'industrie chimique, etc., que nous préférons amener ici au Maroc, qui, elles, génèrent des emplois, plutôt que d'exporter nos molécules vers les pays européens ou autres, qui, elles, vont le consommer. Et donc, c'est tout le travail que nous faisons, nous, entre gouvernements, et d'ailleurs, je suis ici au titre du ministère de l'Investissement, mais qui est aussi le ministère de la Convergence, et c'est un chantier par définition de convergence. C'est le cas de le dire. Hein. C'est le cas de Là, le dire. Là, il y a vraiment beaucoup de départements. Justement, comment vous comptez synchroniser tous ces efforts ? Écoutez, c'est un vrai chantier de convergence avec les différents départements, mais pas que. Là, il y a l'équipement, l'intérieur, bien évidemment la transition énergétique. Bien sûr. Le budget, parce que là, ça va coûter de l'argent. Oui, les finances, pardon. Quasiment tout le gouvernement. Pour être franc avec vous, c'est l'équipement, quasiment tout. l'eau, parce qu'il faut de l'eau aussi. Bon, on n'en a pas parlé, parce que là, on est en plein stress hydrique. Et là, on est en train de parler de produire de l'hydrogène vert. Est-ce que déjà, on a assez d'eau pour la demande locale ? Tous les projets considérés d'hydrogène vert seront nécessairement autosuffisants en eau. Ça veut dire qu'ils ont leur propre station de dessalement. Ça fait sens, parce que même dans une station de dessalement, ce qui coûte le plus cher, disons, c'est l'alimentation en énergie. Et donc, c'est en ça qu'on parle de projet intégré. C'est-à-dire qu'à partir de la même génération électrique, on alimentera les électrolyseurs pour produire de l'hydrogène, mais aussi les stations de dessalement pour avoir de l'eau purifiée.
Oui, vous avez absolument raison, c'est un chantier de convergence. De par les échelles qui sont évoquées, de par la transversalité sectorielle de ce type de projet-là, nécessairement, il y a quasiment tout le gouvernement qui est impliqué, mais pas que. Il y a aussi les entreprises et établissements publics, le secteur privé, qui est impliqué aujourd'hui, qui a été impliqué en amont, mais qui le sera encore plus maintenant dans l'implémentation. Et quel est le rôle du ministère de la Transition énergétique dans cette implémentation, Mohamed Ouhamid? Très bien. Donc, en fait, le ministère il est interpellé directement par un certain nombre de composantes, et particulièrement la mise à niveau du système électrique. Parce que, il faut le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il s'agit de grands projets dont l'intégration dans le système électrique national nécessite des investissements importants pour le développement du réseau et du système électrique. Déjà, l'effort en termes de développement du réseau a été, c'est-à-dire renforcé, mais nous estimons que compte tenu c'est-à-dire de l'ampleur des demandes en termes de développement d'énergie renouvelable, mais également de l'hydrogène vert, ces investissements devront être renforcés davantage. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que j'ai précisé tout à l'heure qu'il y a une refonte qui est déjà initiée pour permettre aux opérateurs privés justement de développer des lignes ou les réseaux électriques à côté de l'opérateur système qui est l'Office national de l'électricité. Il y a un autre volet également, c'est l'infrastructure de transport et de stockage. Aujourd'hui, nous disposons d'une infrastructure gazière. On a un gazoduc qui nous relie avec l'Europe. On a également des infrastructures gazières au niveau national qui relient un certain nombre de gisements, même avec des ports. Et on a intérêt à ce que ces infrastructures servent, c'est-à-dire pour le transport de l'hydrogène, moyennant parfois certaines transformations, mais également il faut en tenir compte pour c'est-à-dire les projets de gazoducs programmés à l'avenir, notamment au niveau de la dorsale atlantique. Et là, vous faites allusion au gazoduc Nigeria-Maroc. Hein? Oui. Voilà, c'est ça, de cette façade atlantique. C'est-à-dire, en fait, in fine, cette offre Maroc ne concerne pas que le Maroc, mais elle concerne tout le continent africain. C'est-à-dire qu'elle a des extensions continentales. Un mot là-dessus, justement, Alikan Qassam. Parce que là, c'est l'un des grands défis du continent, c'est l'électrification. Et peut-être un mot sur ça, ou un mot tout simplement sur cette feuille de route, pour clore le débat. Et je passerai la parole aussi à Fatima Hamdouche de Mazen. Effectivement, donc, dans toute opportunité de cette taille-là, il y a inévitablement des extensions qui vont se créer, des nouvelles opportunités qui vont se créer pour des marchés plus régionaux. Donc le fait d'étendre notre réseau électrique, notre électrification dans des régions avec beaucoup de densité, beaucoup d'industrie, va nécessairement nous connecter aussi à des pays voisins, à des besoins voisins, et renforcer cette intégration. Je pense que de toute façon, ça s'inscrit pleinement dans la volonté royale de Sa Majesté de placer le Maroc comme un pays focal et un point de liaison avec le reste des continents. Donc ça s'intégrera, je pense, facilement, bon, avec beaucoup d'efforts bien évidemment, mais naturellement plutôt. Exact. Un dernier mot, Fatima Hamdouche, sur la prochaine étape justement de cette feuille de route. Mais la prochaine étape, il y a un des éléments d'ailleurs qui fait partie des missions, c'est déjà de communiquer. Donc merci déjà pour cette première émission qui a permis en tout cas d'adresser ce sujet dès le lendemain ou sur le lendemain de sa publication, de pouvoir attirer un maximum d'investisseurs, donc pour pouvoir faire vivre cette offre. C'est Mazen qui va s'occuper d'attirer aussi des investisseurs? Alors, on a effectivement la responsabilité de communiquer et d'accompagner. Donc, bien entendu, avec l'appui des différents départements, parties prenantes. Voilà, l'objectif, c'est bien entendu d'avoir ces investisseurs qui soient là, qui puissent présenter leur dossier, et puis qu'on s'attelle à l'évaluation et puis à la différentes analyses, études qui seront nécessaires aussi pour la mise à niveau des différentes infrastructures qui ont été évoquées. Donc voilà, le champ est large. Le champ est large, mais est-ce qu'on a déjà une idée sur la date de la première installation qu'on verra marocaine, de l'hydrogène vert made in Maroc? En tout cas, on a une première échéance qu'on devra se tenir, c'est les premiers contrats de fonciers qui devront voir le jour
avant le 3e trimestre de cette année même. Donc ça nous laisse quelques mois pour pouvoir concrétiser ce premier jalon. Exact, à la fin du 1er trimestre. Donc là, il reste quoi de trimestre? 3e trimestre, voilà. Donc d'ici septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Un dernier mot, Rally Srli. Ce sur quoi j'aimerais insister auprès de vous et auprès de tous les téléspectateurs, c'est vraiment l'opportunité que représente cette nouvelle filière hydrogène vert pour le Maroc. C'est potentiellement un tournant pour notre économie. Et j'aimerais insister aussi sur la position absolument exceptionnelle du Maroc au niveau mondial pour cette filière-là, pour plusieurs raisons. La première, bien entendu, c'est que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a déjà un écosystème extrêmement développé des énergies renouvelables, et ça c'est extrêmement apprécié par les investisseurs. Deuxièmement, nous n'avons peut-être pas les meilleures ressources éoliennes, nous n'avons peut-être pas les meilleures ressources solaires au monde, mais je peux vous dire que nous avons la meilleure combinaison des deux, avec de la réserve foncière, et ça c'est d'autant plus vrai dans nos provinces du Sud. Troisièmement, nous avons un capital humain extrêmement important, extrêmement bien formé. Et ça fait partie de cet écosystème que les gens viennent chercher. Tout ça, et enfin je dirais aussi la position géographique, comme je vous l'ai dit, ce canal-là, Maroc positionne à 14 km du plus grand marché actuel et du plus grand marché futur de l'hydrogène vert, qui est l'Union européenne. Tout ça place vraiment le Maroc aujourd'hui au centre de tous les radars énergétiques internationaux et de toutes les cartes énergétiques internationales. Et cette offre permettra justement de transformer l'essai pour amener ce qu'on désire le plus, c'est vraiment des emplois et de la valeur ajoutée pour l'État et pour les citoyens marocains. Nous reviendrons, Inch'Allah, faire le point justement sur ces objectifs-là. Merci beaucoup, Rally Srli, directeur général d'investissement et du climat des affaires, rejoint du ministère de l'Investissement. Merci à vous également, Mohamed Ouahmed, de la direction des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Merci à vous également, Fatima Hamdouche, membre du comité exécutif de Mazen. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et Alikan Kassa, merci. Vous représentiez le cluster Green Hydrogène. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous, Madame Ihsan. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.